Donc merci à tous d'assister à cette présentation. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet, donc Sixstore, qui vise à rendre les signatures digitales accessibles à tous. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste Sixstore d'un un plus haut niveau et si vous avez plus de questions et si vous voulez en savoir plus, à propos des détails du projet, n'hésitez pas à me poser la question à la fin de la présentation. Donc premièrement, quelques mots à propos de moi. Donc, je travaille chez Red Hat, je suis software engineer dans l'équipe, emerging sécurité du département Emerging Technologies de Red Hat. Je suis également contributrice open source et spécialement dans l'écosystème Python et mon travail consiste en, heu, assurer de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel, donc de produits chez Red Hat. Donc c'est la spécialité en ce moment et vous pouvez me trouver sur, différents réseaux sociaux, sur, Mastodon, Twitter et GitHub. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Sixtor, mais aussi de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc comme vous le savez sûrement, c'est un sujet qui est très en vogue en ce moment. Mais alors pourquoi en parle-t-on autant? Alors si on regarde les statistiques, on peut constater que le nombre d'attaques visant les chaînes d'approvisionnement a augmenté de plus de 700 en l'espace de 3 ans, entre 2019 et 2022, comme le montre, ce graphique par exemple, et c'est une tendance qui est toujours à la hausse. Mais alors, first premièrement, qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement? Donc, si on veut voir ça d'un plus haut niveau, c'est quelque chose qui peut être défini comme le parcours complet qu'un logiciel va accomplir, de sa conception à sa distribution jusqu'aux utilisateurs finaux. Et cela inclut, par exemple, les outils utilisés pour développer, pour construire et pour déployer un logiciel, donc par exemple les version control systems, les environnements de build, les repositories qui hébergent, des packages et les environnements de production, par exemple. Mais c'est également les maillons humains, de la chaîne qui jouent un rôle primordial dans sa sécurité. Donc ce sont par exemple les développeurs d'applications, les ingénieurs qualité, les personnes, responsables de la sécurité de leur organisation, donc les CISO, les différents, CTO et cetera, qui sont également responsables de choisir les meilleures pratiques pour assurer une consommation et une distribution plus sécurisée de leur logiciel. Hem, donc comme je l'ai mentionné, auparavant, Heu, on constate de plus en plus d'attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel. Mais alors, que font les gouvernements pour faire face à cette montée des attaques? Eh bien, en fait, différents gouvernements ont publié de nouvelles régulations, qui ont vu le jour pour essayer de contrôler, la manière dont les organisations et les vendeurs de logiciels, fournissent des logiciels à l'État et la façon dont ils consomment des projets open source également. Donc, par exemple, en 2021, le gouvernement américain a publié un ordre exécutif, visant à améliorer la sécurité de la nation, et ce qui a engagé un premier effort qui visait à faire adopter des standards de sécurité plus émergents par la plupart des vendeurs logiciels. Et parmi ces standards, peut-être que vous en connaissez déjà quelques-uns, mais j'en ai cité, ici 4. Donc on trouve, The Update Framework, qui est un framework qui vise à sécuriser les updates de logiciels, In-Toto pour faire des attestations sur la chaîne d'approvisionnement, Salsa pour la provenance, ou bien alors Sixtor dont on va parler aujourd'hui et qui permet de rendre les signatures digitales plus accessibles, à la majorité des développeurs. Donc les signatures digitales jouent un rôle vraiment primordial dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Et pourquoi cela? Donc en fait, c'est parce qu'un schéma général que les attaquants suivent pour tenter de compromettre la sécurité d'une chaîne d'approvisionnement, c'est de jouer sur les attentes, des développeurs de reproducibilité et des autres acteurs de cette chaîne. Donc par exemple, lorsque l'on utilise un artefact qui est produit par une source extérieure, ou par exemple distribué par, les mainteneurs d'un projet open source, il est vraiment important de s'assurer que l'artefact en question provient de la bonne source et que son contenu n'a pas été, modifié par un parti tiers. Donc par exemple, si vous êtes dans une pipeline de CI/CD, et que vous voulez installer, par exemple, un package Python, disons, vous allez probablement utiliser un installeur pip et puis, faire tourner la commande pip install avec votre package. Mais si vous n'avez pas d'informations de provenance supplémentaire, donc par exemple un hash, une signature digitale, vous n'avez pas forcément, la reproducibilité attendue pour avoir une sécurité optimale dans votre chaîne d'approvisionnement. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait,
par accident, ou bien alors un attaquant peut essayer de nous faire télécharger un autre package de celui qui était initialement attendu, ce qui peut poser évidemment beaucoup de problèmes. Donc heu, il y a 2 garanties que les signatures cryptographiques peuvent offrir, pour essayer de contrer ce problème. Donc le premier, c'est l'authenticité du logiciel et le second, c'est son intégrité. Donc l'authenticité, ça signifie que le logiciel provient de la bonne source et l'intégrité, ça signifie qu'il n'a pas été modifié en cours de transport, jusqu'aux utilisateurs finaux. Donc en fait, on a cette analogie de la signature cryptographique qui est, en quelque sorte similaire à un sceau qui est apposé sur une lettre. Donc par exemple, le motif sur le sceau permet, au destinataire de s'assurer que la lettre provient du bon envoyeur et la cire qui ferme la lettre, en fait, permet de savoir que le contenu n'a pas été modifié durant son transport. Donc c'est la même chose avec les signatures, cryptographiques ou digitales. Donc évidemment, comme vous le savez déjà, les signatures cryptographiques, existent depuis assez longtemps et le standard le plus répandu pour les signatures cryptographiques est, je pense, c'est OpenPGP ou GPG. Et Sigstore est un standard relativement nouveau comparé à GPG. Mais le problème avec ce standard, c'est qu'il, peut poser certains défis à ses utilisateurs. Donc par exemple, premièrement, GPG utilise la cryptographie asymétrique. Donc ça signifie qu'on génère 2 clés, une paire de clés, une privée et une publique qui sont liées cryptographiquement. Hem Et la clé privée sert à signer les artefacts. La clé publique est distribuée, aux destinataires de signature pour que ceux-ci puissent vérifier les signatures, qu'elles proviennent bien de la clé privée utilisée par le signataire. Mais cependant, il y a un problème lié à la distribution des clés publiques puisque ce n'est pas toujours évident de s'assurer en fait, qu'une clé publique appartient bien voilà, à la personne, voilà, qui l'a générée. Donc il existe plusieurs types d'infrastructures pour essayer de distribuer les clés publiques de façon sécurisée. Donc par exemple, on a les PKI, les Public Key Infrastructures, qui sont, plutôt des autorités centrales et qui peuvent attester de l'identité des détenteurs de clés. Ou bien on peut trouver des infrastructures plus décentralisées comme les Web of Trust, où les utilisateurs se portent garants, de l'identité d'autres détenteurs de clés. Donc, il n'existe pas vraiment de consensus sur la manière de recevoir les bonnes clés publiques pour une signature. C'est quelque chose qui est au final assez arbitraire. Deuxièmement, il y a également le problème de management des clés privées qui, en fait, pose des problèmes de coût et de sécurité puisque les conserver dans un endroit, à l'abri de potentiels attaquants peut être parfois coûteux. Donc, par exemple, on peut penser à un hardware security module qui coûte, probablement des milliers de dollars ou, ce genre voilà, de dispositif qui n'est pas toujours évident à maintenir. Et il y a également le problème de la révocation et de la rotation des clés privées. Donc lorsqu'on a une fuite de clés privées ou bien, lorsque, par exemple, on décide qu'elle doit être remplacée, il faut s'assurer qu'elle est bien, enfin, qu'on a une rotation et que les anciennes clés sont révoquées. Il faut faire parvenir l'information de révocation au destinataire de signature. Donc pour cela, il y a aussi des mécanismes à mettre en place de révocation, ce qui peut être assez compliqué. Et il faut s'assurer que les utilisateurs n'utilisent pas de clé qui a été compromise, auparavant et qui aurait pu servir à signer des artefacts malicieux, par exemple. Et un dernier problème avec GPG en particulier, c'est que si vous l'avez déjà utilisé, vous allez sûrement savoir de quoi je parle. C'est un outil qui est au final assez complexe à utiliser. Heu, il y a C'est un outil qui a des options, de ligne de commande plutôt intriquées et qui peut demander des connaissances en cryptographie, parfois pour pouvoir signer un artefact, ce qui n'est pas à la portée de tous les développeurs et à mon avis, qui ne devrait pas l'être. On ne devrait pas avoir, besoin de de quelconque connaissances en cryptographie ou au moins de connaissances avancées pour pouvoir signer un artefact. Donc sur cette slide, j'ai choisi de vous montrer une photo, de FOSDEM 2008, qui montre des développeurs qui participent à une key signing party et en fait qui échangent en personne leurs clés publiques, donc ce qui est aussi une forme plus originale
d'infrastructure pour distribuer les clés publiques et qui montre à quel point c'est un standard un peu compliqué à suivre en ces termes. Donc maintenant, parlons de Sigstore. Donc en fait, qu'est-ce que Sigstore, en tant que nouveau standard pour les signatures cryptographiques, pourrait apporter de nouveau? Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaierai de vous démontrer. Donc en fait, je vais essayer de vous expliquer l'objectif de Sigstore en utilisant l'analogie suivante, qui est utilisée également par les mainteneurs de Sigstore et qui est, à mon avis, assez évoquante. En fait, le but de Sigstore, c'est de devenir aux signatures cryptographiques ce que Let's Encrypt est devenu à HTTPS. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de similarités en fait entre Let's Encrypt et Sigstore. Et la principale similarité, c'est que les deux projets reposent sur le même principe, qui est d'offrir un service gratuit, facile d'utilisation et automatisé pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement logiciel à plus grande échelle. Donc, si on jette un coup d'œil à ces similarités, en particulier, par exemple, on voit que l'Excentrip est une autorisée de certification gratuite et automatisée. Tout propriétaire de domaine peut obtenir un certificat gratuitement et bon, un projet qui a connu un très grand succès puisque plus de 290 millions de certificats ont été délivrés, de certificats TLS ont été depuis 2016 par Let's Encrypt. Et Sigstore suit la même trajectoire en quelque sorte. Donc c'est aussi un service gratuit, mais cette fois-ci pour signer des artefacts numériques. Et Sigstore, donc l'instance publique de Sigstore, permet d'enregistrer les signatures d'artefacts dans un registre transparent, public et immutable, dont je vais parler un peu plus en détail après. Et pour le moment, depuis 2021, depuis que l'instance publique de Sigstore a été mise à disposition de tous, plus de 48 millions d'entrées, donc de signatures, ont été stockées dans ce registre transparent. Donc, ce qui montre le potentiel du projet, puisqu'en quelques années, il a quand même réussi voilà, à démocratiser les signatures digitales à ce point. Donc, un peu d'historique à propos de Sigstore. C'est un projet qui a commencé en 2020 et il a commencé chez Red Hat au départ. Et puis, en fait, qui a été suivi par d'autres membres fondateurs du projet, donc, qui sont Google et Purdue University aux États-Unis. Donc en 2021, les trois composants principaux de Sigstore ont été lancés, donc qui s'appellent Record, Fulcio et Cosign. Et puis en 2022, en fin 2022, l'instance publique de Sigstore a été rendue disponible à tous avec des ingénieurs responsables de la maintenance du projet, des SLA, etc. Donc l'instance est vraiment devenue accessible à tous fin 2022. Euh, donc encore une fois, quels sont les avantages si l'on veut rentrer plus en détail que Sigstore apporte face à OpenPGP et comment est-ce que Sigstore pourrait résoudre la plupart des problèmes posés par OpenPGP? En fait, avec Sigstore, il n'y a pas de connaissances en cryptographie ou des protocoles de PKI ou Web of Trust requis. C'est un projet qui ne demande vraiment pas de spécialisation en sécurité, en cryptographie ou aucune sorte de connaissance pour signer les artefacts. Sigstore a également une interface qui est très simple et qui rend les signatures digitales vraiment accessibles à tous. Euh, c'est également un projet qui élimine le besoin de maintenir des clés privées permanentes. Donc, on n'a plus besoin de gérer les clés privées, de faire de la rotation et de la révocation. Euh, et aussi, donc, en fait, il y a des mécanismes d'audit et de révocation facilités en cas de compromission. Et le feature le plus intéressant de Sigstore, c'est qu'en fait, Sigstore, au lieu de lier euh, l'identité d'un signataire à une clé publique, en fait, va lier cette identité à une identité OpenID Connect avec un mécanisme qu'on appelle le keyless signing, donc la signature sans clé en quelque sorte. En fait, c'est pas vraiment une signature sans clé, donc si on rentre un peu plus dans les détails, ça devient plus compliqué. Et je peux vous expliquer après en quoi ça consiste, mais en fait, on signe avec des clés éphémères, donc il n'y a plus besoin de maintenir des clés par vous-même, en fait. Ça marche de façon un peu différente avec OpenID Connect. Donc, sont vraiment les principaux avantages de Sigstore qui vont permettre de démocratiser les signatures digitales et les rendre plus accessibles.
Donc Sixtor est composé de 3 différents sous-projets. Donc en fait, plus que cela, mais 3 principaux sous-projets. Le premier s'appelle RECOR, c'est le registre de transparence dont je parlais auparavant, donc Transparency Log, qui permet de stocker les signatures digitales qui ont été émises par l'outil. Le second projet est Fulcio, donc c'est une autorisation de certification gratuite et libre d'utilisation par qui que ce soit. Et le troisième projet, c'est le client, donc CoSign, qui sert à vérifier et signer des artefacts, donc principalement des images de conteneurs, mais également toutes sortes d'artefacts comme des blobs, des fichiers, à peu près n'importe quoi. Et il existe également d'autres clients qui sont plus spécifiques à certains écosystèmes, donc par exemple Python, JavaScript ou Rust. Donc, si on veut regarder à quoi ressemble le mécanisme de signature d'un artefact avec CoSign, avec Sixtor en général, donc à un très haut niveau, ça ressemble à peu près à cela. Donc en fait, l'interface est très simple d'utilisation. C'est une ligne de commande cosine sign. Vous passez le nom de votre artefact, donc une image de conteneur, ce que vous voulez, par exemple un RPM, ça peut être n'importe quoi, à peu près. Et en fait, cosine va générer des clés éphémères et va demander un certificat éphémère à l'autorité de certification, à Fulcio. Et en fait, l'utilisateur va être redirigé en fait, dans une fenêtre de browser vers euh, vers une autorité d'identification qui utilise OIDC. Donc, par exemple, Sixtor supporte en ce moment GitHub, Google, Microsoft, mais également d'autres autorités d'identification. Et une fois que l'utilisateur va être logué donc, dans l'un de ses comptes, il va pouvoir signer l'artefact avec l'identité qu'il a rentrée pour s'authentifier. Donc, par exemple, si vous vous loguez à votre compte Google pour signer avec Sixtor, ça va être votre adresse mail Google qui va apparaître sur la signature et le certificat éphémère. Euh, Il est également très facile de vérifier un artefact avec la même ligne de commande. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est passer les options suivantes, donc Assign Verify, et vous passez donc, du coup, les matériaux qui ont été fournis dans l'étape précédente, donc durant la signature. Donc, le certificat éphémère, qui sert de preuve de vérification, mais qui n'est plus valable pour signer d'autres artefacts après 10 ou 20 minutes. Euh, Vous passez également l'OIDC Issuer. Donc, par exemple, si vous êtes logué avec GitHub, ce qui apparaît sur le certificat, ça va être auth.github.com. Et également l'identité du signataire, donc c'est celle qui a été utilisée pour se loguer, qui est par exemple une adresse email. Et vous passez donc juste votre artefact et la signature va être vérifiée. Et l'entrée en fait, de la signature va être prise dans Record pour vérifier qu'elle a bien été incluse au moment où le signataire a utilisé la ligne de commande que c'est. Donc voilà, c'était une vue très haut niveau de ce qui se passe quand vous signez un artefact avec Sixtor, et en particulier CoSign. Euh, donc ce sera tout pour moi. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser des questions à la fin de cette présentation. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté Sixtor. C'est un projet qui est complètement open source et vous êtes invité à contribuer à ce projet si vous êtes intéressé ou à joindre des activités communautaires autour de Sixtor. Donc, merci à tous.